Notre invité en studio, il est au cœur de l'actualité comme souvent, mais en tout cas c'est vraiment vrai cette semaine. D'abord en tant que ministre des pouvoirs locaux avec la fin du cumul député-bourgmestre adopté ce matin en commission au Parlement bruxellois, et puis aussi en tant que ministre du bien-être animal, parce qu'il suivra d'un œil attentif le vote sur l'interdiction ou pas de l'abattage sans étourdissement préalable, même si c'est une initiative parlementaire et pas une démarche du gouvernement. Nous accueillons donc Bernard Clairfailly, il est ministre bruxellois de l'Emploi, mais aussi des pouvoirs locaux et du bien-être animal, et les membres du défi. Bonjour Bernard Clairfailly. La commission des affaires intérieures donc, du Parlement qui a adopté ce matin le principe du décumul intégral. C'est une avancée pour la démocratie ? En tout cas, c'est un engagement très clair de cette majorité politique qu'il avait inscrit explicitement dans son accord de majorité. Décumul intégral entre les fonctions exécutives locales, bourgmestre échevin, et les fonctions parlementaires à tous les niveaux de Parlement. Réduction d'une unité du nombre d'échevins dans les communes et peut-être plus pour les communes qui feront le choix de réduire plus encore. Et de légère amélioration du statut de conseiller communal. Donc et une petite revalorisation des ils salaires. auront 1% d'augmentation, c'est rien du tout. Ouais. Et surtout une indemnité de sortie pour ceux qui se retrouveraient sans moyens après un renversement de majorité, et les conseils communaux, un jeton de présence légèrement revalorisé. Ce n'est pas ça qui est très important dans la réforme. Mais le fait qu'on ne puisse pas être bourgmestre et échevin, ou échevin et député en même temps, est-ce que c'est vraiment quelque chose de fondamentalement différent pour la démocratie ? On dit souvent au Parlement, c'est quand même bien d'avoir des élus locaux qui peuvent faire remonter la réalité de leur commune et les conséquences de ce qu'on s'apprête à voter. Écoutez, pendant longtemps, on a connu des situations de cumul au Parlement bruxellois. Il y a eu parfois plus d'un tiers des élus qui avaient un mandat local et un mandat de parlementaire. On a fonctionné comme ça. Aujourd'hui, je crois que les temps ont changé. Aujourd'hui, je crois que la population demande qu'on soit pleinement investi dans son mandat. Il faut comprendre cette demande de la population, que les gens se consacrent à temps plein, qu'il n'y ait plus de risque de conflit d'intérêts entre est-ce que je me soigne ma commune quand je vote une loi au Parlement ou pas. Il faut pouvoir distinguer les deux choses. Est-ce que ça veut dire qu'on va perdre l'expérience, le contact entre le Parlement régional et le niveau local ? D'abord, on n'est pas très loin, on peut toujours se téléphoner, s'il y a le moins de conflits, faire une réunion, c'est pas très compliqué. Il y aura encore des conseillers communaux au Parlement donc ça, ce sera autorisé. Donc, ce cumul-là, il reste possible. Qui entendent les débats au Conseil communal, qui peuvent relayer au Parlement régional des débats qui ont lieu dans le Conseil de telle ou telle commune. Il y a un contact régulier, plus régulier encore, qui va s'organiser entre le gouvernement et la conférence des bourgmestres pour mieux entendre ça, la voix des communes. On va l'encadrer, on va l'organiser un petit peu. Nous avons décidé de créer ce qu'on va appeler R+19, région plus 19 communes, d'essayer de structurer un peu plus ce dialogue qui existe depuis longtemps. Mais qui est souvent informel, hein ? Qui est informelle, parce que la conférence des bourgmestres est informelle, mais elle se réunit tous les 15 jours, le mercredi matin. Ils évoquent des tonnes de dossiers, beaucoup de dossiers régionaux, et il n'y a presque pas une séance un mercredi matin où il n'y a pas un ministre qui vient exposer la réforme de la mobilité, les enjeux de logement, ou quoi que ce soit. Donc globalement, c'est la bonne gouvernance pour vous. On reste avec votre casquette de ministre des pouvoirs locaux, si vous voulez bien, avec les comptes de la commune de Forêt qui ont été recalés. Pourquoi est-ce que vous les avez recalés, ce qui oblige la commune à fonctionner avec des 12e provisoires, ce qui n'est pas le plus commode et ce qui empêche notamment de lancer de nouveaux projets ? Pas les comptes, les budgets. J'ai annulé le budget de la commune de Forêt parce que, d'une part, il était en déficit et les communes ont l'obligation de mettre un budget à l'équilibre. Je peux admettre un léger déficit si les perspectives de retour à l'équilibre sont là pour 2023-2024. Mais surtout, il y avait des erreurs de calcul, il y avait des erreurs de totaux. Et quand on corrigeait les chiffres, la situation s'aggravait encore. Donc je crois qu'il vaut mieux que la commune de Forêt présente un budget qui tende vers l'équilibre, en tout cas qui retourne à l'équilibre l'année prochaine. Sinon, les choses seront plus graves encore à l'avenir. Donc ils doivent vous présenter un nouveau projet de budget. Ils doivent présenter un nouveau projet de budget qui est corrigé des erreurs matérielles qu'il y avait dedans, des exagérations de recettes et qui montre que la commune fait un effort pour revenir à l'équilibre, pour assurer la pérennité des services publics qu'elle offre aux citoyens. Ouais. On sait que c'est compliqué pour toutes les communes. En ce moment, il y a eu le Covid. Beaucoup de communes il y a eu l'Ukraine. Oui, il y a une étude Belfius qui indique que notamment l'indexation des salaires, ça va représenter pour les communes de la région bruxelloise 45 millions de coûts supplémentaires, 12 millions pour les dépenses liées à l'énergie. Ça veut dire que le gouvernement va devoir revoir les dotations qu'il fait aux communes bruxelloises. On va devoir les indexer, ces dotations ? Alors, avant de venir dire qu'il faudra que le gouvernement vienne payer ou vienne donner une dotation supplémentaire, il faut être certain que chacune des communes qui fait son budget avec sérieux. Il y a des dépenses qui augmentent avec l'inflation, il y a des recettes qui augmentent avec l'inflation. Il faut que les communes aient une vision équilibrée de leurs dépenses, de leurs recettes, sur une vision à moyen terme pour ne pas qu'elles dérapent budgétairement. D'ailleurs, c'est la loi qui impose aux communes d'être à l'équilibre. La région n'est pas à l'équilibre, le fédéral n'est pas à l'équilibre. C'est pour ça que les communes sont globalement mieux gérées et plus stables sur la moyenne distance que les régions et l'État fédéral. Ouais, mais donc, il faudra, dans certaines communes, on pourra revoir la dotation ou pas ?
Alors, je ne sais pas très bien s'il y aura assez de moyens à la région qui est déjà en déficit pour augmenter de manière importante les dotations vers les communes, mais ce que j'ai clairement indiqué, c'est que les communes qui seront les plus en difficulté peuvent toujours obtenir l'aide de la région avec un encadrement évidemment budgétaire. On les aide à trouver des formules pour revenir vers l'équilibre. Il peut y avoir un prêt d'urgence qui les maintient la tête hors de l'eau. Il y a des formules possibles. Mais il n'y aura probablement pas une augmentation linéaire des dotations pour tout le monde. Certaines communes ont déjà sollicité. Je souhaiterais que la dotation générale aux communes, que la région accorde aux communes, soit indexée. L'indexation augmente les charges de tout le monde. Ce ne serait pas illégitime que les montants que verse la région aux communes soient également indexés. C'est un débat que nous aurons sur le plan budgétaire au niveau de la région. Ouais, alors, je reste un instant sur les difficultés financières, et puisque vous faites allusion aux ajustements budgétaires. Sven Gatz a fait une déclaration au journal Le Soir où il annonçait qu'il faudrait, d'après lui, réformer le système des allocations familiales parce qu'il coûte trop cher et qu'il va être en péril financier à terme. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Alors, trop cher, c'est déjà un jugement de valeur. Nous avons décidé, en mettant en place le mécanisme bruxellois des allocations familiales, d'avoir des suppléments sociaux qui visent spécialement les familles les plus précaires, les plus pauvres, pour que les enfants de ces familles-là ne souffrent pas des conséquences financières de la situation familiale. Donc le système bruxellois, le Bureau du Plan l'a dit, est le plus juste, le plus efficace pour lutter contre la pauvreté infantile. Le fait que nous sommes passés de l'ancien système au nouveau système avec le cumul des deux... On savait que ce serait déficitaire. En 2023-2024, on savait que ce serait un peu plus cher. Mais après, ça va devenir moins cher. Donc, Gatz dit que ce n'est pas le cas, que ça va rester cher. Comment passer le cap 23-24, première question. Ce que je comprends de ce que M. Gatz a dit, c'est dire que si la région bruxelloise ne parvient pas à maintenir l'équilibre des dépenses, entre les recettes et les dépenses, s'il y a un déséquilibre qui grandit, alors il faudra prendre des mesures sévères, notamment sur des sujets comme la... Mais de ce que vous venez de dire, dites-moi si j'ai bien compris, Bernard-Pierre Fay, vous ne souhaitez pas qu'on touche au système actuel d'allocation familiale? Je ne pense pas qu'il soit souhaitable de le faire. C'est un système qui accorde des aides à tous les enfants et qui est le plus juste des trois systèmes qu'il y a en Belgique. Le Bureau du Plan l'a confirmé encore récemment. Alors, vote vendredi, de l'interdiction ou pas de l'abattage rituel. Il y a eu un rejet en commission. Si ce rejet est confirmé en plénière, c'est une défaite pour Défi? C'est une défaite pour le Parlement et c'est surtout une défaite pour la réduction de la souffrance animale. Tous les experts ont indiqué qu'il y a de la souffrance animale lorsqu'on abat les animaux, qu'il y a des techniques modernes que l'on peut utiliser pour réduire cette souffrance. Ouais. Personne ne souhaite atteindre ou viser les rites ou les rites religieux. Au contraire, la Cour constitutionnelle, la Cour européenne de justice a indiqué que c'était une atteinte très très marginale et ça ne mettait pas en péril les rites religieux. La vraie question, c'est celle de la souffrance animale et comment chacun des partis politiques qui, en Wallonie, ou en Flandre, a voté ce même mécanisme, ne s'engage pas dans la même direction à Bruxelles. Ouais, mais vous avez mis beaucoup d'énergie dans ce dossier, vous les parlementaires, les parlementaires. Si au final il n'y a pas de majorité, ce ne sera pas dommage d'avoir provoqué ce débat avec autant de crispation, autant de gens qui se sentent stigmatisés, qui risquent d'en vouloir à Défi? Écoutez, trois partis de la majorité, Défi, le VLD et Groen, ont déposé un texte. Le VLD a été suivi par le MR, qui est dans l'opposition, et Groen n'est pas suivi par Écolo, qui est dans la majorité. Ça pose des questions sur la cohérence politique d'un certain nombre de partis, notamment ceux qui s'engagent pour la défense du vivant et lutter contre la souffrance animale. Vous ne regrettez pas d'avoir lancé ce combat? Écoutez, c'est un débat qui, et le débat l'a montré, qui divise dans tous les partis, qui pose des questions éthiques, qui pose des positionnements différents dans les différents partis. C'est le Parlement qui doit trancher, c'est ça la démocratie. Et nous aurons la réponse vendredi. Il me reste 2 minutes, il faut qu'on aille vite. Autre dossier qui provoque des crispations dans la majorité, l'indexation des loyers. Nawal Benamou, qui est la secrétaire d'État au logement, voudrait la plafonner à 2%. Le gouvernement wallon est visiblement en train de réfléchir à la même question. Pour vous, plafonner l'indexation des loyers, c'est toujours non? Les propriétaires ont le droit d'indexer? Je trouve qu'il y a un mécanisme magnifique en Belgique, c'est l'indexation des revenus. Ça nous protège, tous ceux qui en bénéficient, des effets de l'inflation. Les revenus, les allocations, les pensions, tout cela est indexé et c'est très important pour protéger contre l'inflation. Je trouve dommage qu'on touche à une forme d'indexation parce qu'on risque alors de détricoter cette protection que tout le monde a. C'est un non définitif? Deuxième élément, ça pourrait, si on le faisait, créer un petit effet positif à court terme pour les locataires qui paieraient un peu moins cher leur loyer. Mais on sait qu'à moyen terme,
ça décourage l'investissement locatif, ça réduit l'offre de logement, ça réduit la rénovation des logements, et donc les locataires paieraient plus cher à terme par une plus grande rareté Et couper des logements plus chers. couper la poire en deux, se dire on peut indexer, mais seulement jusqu'à 4 ou 5%, alors qu'on sait que l'inflation va être de 8 ou 9. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on ne mette pas en péril la capacité demain des Bruxellois à se loger, Ouais, à mais donc trouver ça des veut dire logements. Il en manque. Zéro limitation ou une petite limitation est possible. Non, si on nous montre qu'à moyen terme, ça peut avoir des effets positifs sur la création de logements supplémentaires, des logements bien isolés, qui ne coûtent pas cher en chauffage, des logements confortables, c'est ce qui manque à Bruxelles, on se plaint des marchands de sommeil, et des logements en nombre suffisant pour que nos enfants puissent en trouver, alors nous sommes partants. Bon, on va voir que le débat a l'air être un petit peu compliqué encore, si j'ai bien compris. Merci Bernard Clairfeuille, merci d'avoir été avec nous.